Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire État de santé, webinaire BPI France, la French Care. Nous avons choisi de consacrer ce 4e épisode à la prévention personnalisée grâce à l'IA. Quels enjeux ? Quelles innovations, quelles perspectives pour la santé de demain? C'est ce que nous allons décrypter avec notre panel d'experts présents sur ce plateau. Séverin Benizri, CEO d'Apnéal, bonjour. Bonjour. Cécile Hannequin, CEO de Vipali, bonjour. Bonjour. Chara Louafi, directrice du Fonds Patients Autonomes chez BPI France, bonjour. Florie Filol, vous êtes coordinatrice stratégie d'accélération en innovation en prévention à l'Agence de l'innovation en santé, bonjour. Bonjour. Et puis Dr Thierry Husselstein, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur médical pour le groupe MA-CSF. Et puis à mes côtés, Olivier Chabanon, bonjour. Vous êtes le directeur du plan French Care chez BPI France. Alors, nous allons tous ensemble partir sur ce webinaire État de santé. Olivier, d'abord, j'aimerais avec vous une introduction sur peut-être un mot, un rappel de ce que c'est que cette communauté French Care. Et puis, bien évidemment, posons le décor, posons le débat sur les enjeux en matière de prévention. C'est un des axes stratégiques chez BPI France. Merci Edwige. Donc, bonsoir à tous et à tous ceux qui nous regardent. Donc moi, je suis très heureux de vous retrouver déjà pour ce nouvel épisode d'État de santé qui est dorénavant un rendez-vous bien inscrit parmi toutes les initiatives proposées par la French Care. Donc, effectivement, quelques mots pour décrire ce qu'est la French Care pour ceux qui découvriraient ce concept pour la première fois. Donc la French Care, c'est une communauté d'innovation en santé qui est née d'une conviction finalement assez simple mais forte. C'est que pour relever les grands défis de notre secteur, du secteur de la santé, il faut décloisonner, il faut ouvrir les collaborations et créer des synergies entre tous les acteurs de la santé, tous les professionnels de la santé, dans leur diversité, les entrepreneurs, les chercheurs, les soignants, les industriels, les investisseurs et autres, avec un objectif assez clair, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse travailler ensemble pour nourrir les collaborations et transformer finalement l'innovation en impact concret au service des patients et du système de soins. Donc ce mouvement, il est incarné par le coq blanc que nous portons tous ce soir sans exception, que vous connaissez bien, donc qui incarne finalement cette équipe de France de la santé, mais qui incarne aussi finalement l'engagement fort de BPI France dans le secteur de la santé depuis plusieurs années maintenant. Et donc ce soir, on est réunis ici pour parler de prévention personnalisée grâce à l'intelligence artificielle, et c'est pas un hasard puisque la prévention fait partie d'un des piliers stratégiques de la feuille de route santé de BPI France. Alors on voit déjà que de la détection précoce des cancers au suivi des maladies chroniques, l'IA transforme profondément l'approche préventive. Elle permet d'anticiper les risques, d'optimiser les parcours de soins, de réduire les hospitalisations et d'améliorer la qualité de vie. Mais, faut-il le rappeler, l'IA n'est pas forcément une fin en soi. Elle soulève des questions tant éthiques, juridiques qu'organisationnelles. Et c'est un peu le débat de ce soir qui va animer nos différents interlocuteurs. Donc, au cas de particulier donc, de BPI France, nous accompagnons déjà cette dynamique autour de la prévention à travers plusieurs leviers sur lesquels reviendront aussi nos intervenants ce soir. J'indiquerai juste qu'aujourd'hui, près de 80% des projets de prévention soutenus par BPI France intègrent le numérique, et en particulier l'intelligence artificielle. C'est dire que ce sujet est d'ores et déjà une réalité. Donc c'est tout l'enjeu de notre discussion de ce soir, montrer que la prévention personnalisée n'est plus un concept, mais une réalité en construction. Et donc je remercie beaucoup l'ensemble des invités d'être là pour témoigner de ce sujet, et à vous Edwige pour l'animation de cette séquence. Merci pour cette introduction. Olivier Chabanon, directeur du plan French Care à BPI France. Je me tourne maintenant vers nos invités de ce webinaire. Vous l'avez dit, Olivier, la prévention permet d'anticiper les risques, d'optimiser les parcours de soins, de réduire les hospitalisations, d'améliorer aussi la qualité de vie. Et elle intervient donc, on le voit bien, à différents stades. Et je voudrais, parce que c'est important qu'on ait tous quelque part le même vocabulaire ici et chez vous, qu'on ait le même niveau d'information. Quels sont les différents niveaux de prévention, tertiaire, primaire, secondaire? Cécile Hannequin, je me tourne vers vous en tant que CEO de Vipali. Vous vous définissez comme le leader de la prévention primaire. Alors dites-nous, qu'est-ce que c'est concrètement que cette prévention primaire ?
Alors effectivement, la prévention primaire, c'est un public d'avertis aujourd'hui qui nous écoute, mais juste pour refaire vraiment l'explication de départ, la prévention primaire, c'est l'idée d'éviter l'apparition de maladies, tout simplement. Donc c'est pas aller dans le dépistage précoce du symptôme, c'est vraiment faire en sorte que les maladies n'arrivent pas. Et dans le système de santé français aujourd'hui, l'exemple le plus parlant, c'est la vaccination, par exemple. C'est comment faire pour éviter l'apparition de maladies. Et nous, chez Vipali, on se positionne plutôt sur les facteurs de risque. Donc, ce qui va faire qu'un jour, dans vos habitudes de vie, dans vos comportements, ce qui va potentiellement déclencher des pathologies, des maladies. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a à peu près 1,8 million de nouvelles pathologies par an qui sont dues à des facteurs de risque sur lesquels nous pouvons agir, tels que la sédentarité ou la mauvaise alimentation. Et donc, en fait, avec notre méthodologie qu'on a fait valider par l'Institut Pasteur de Lille, on va d'abord faire une évaluation de vos facteurs de risque, un petit check-up de votre capital santé. Ça, sur 12 domaines de santé, le sommeil, la nutrition, le mouvement, les relations aux autres, le stress, et de se dire, on s'arrête, on fait une petite photographie à date, où est-ce qu'on en est sur ces facteurs de risque et sur nos habitudes santé. Et grâce à notre application, on va vous définir un top priorité, 5 facteurs de risque sur lesquels on va vous conseiller d'agir, et on va vous accompagner chaque jour avec un programme personnalisé, adapté, qui va répondre justement à ces enjeux pour vous faire gagner des années de vie en bonne santé. C'est ça l'objectif final. Donc, éviter les maladies en identifiant les facteurs de risque, ça c'est pour la prévention primaire, c'est très clair. Séverin Bénizerie, vous êtes le CEO d'Apnéal. Alors, c'est une appli d'aide au diagnostic de l'apnée du sommeil. Et vous êtes plutôt sur la prévention secondaire, voire tertiaire, vous allez nous le dire. Expliquez-nous ces deux niveaux et du coup ce que vous faites aussi avec Apnéal. Bien sûr. Alors effectivement, donc la prévention secondaire, donc là on intervient en aval, c'est-à-dire qu'on a des patients qui ont déjà quelques symptômes. Donc typiquement par rapport à ce qu'on fait chez Apnéal, c'est des patients qui vont exprimer une certaine fatigue, qui vont par exemple se réveiller le matin en ayant mal à la tête ou être somnolents pendant la journée, s'endormir en regardant la télé, etc. Et en tout cas ne pas être satisfait de la qualité de leur sommeil. Et à ce moment-là, on va essayer de détecter s'il n'y a pas des symptômes et en l'occurrence le syndrome d'apnée du sommeil chez ces patients avec un outil le plus simple et le plus accessible possible. Et donc là, on est effectivement donc le smartphone, parce qu'aujourd'hui un examen du sommeil, ça s'enregistre. On va à l'hôpital faire une polysomnographie avec beaucoup de capteurs, c'est ça. Voilà, on est littéralement couvert de capteurs pendant une nuit pour regarder. Soit il y a des examens qui sont aussi à domicile avec la polygraphie ventilatoire. Mais ça nécessite quand même une certaine logistique et des composants pour enregistrer les patients. Donc là, l'idée, c'est nous de développer une solution qui est largement accessible, qui va permettre de détecter plus tôt dans la vie des patients s'il y a des problèmes d'apnée du sommeil. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une apnée du sommeil qui n'est pas traitée, et ça concerne 20 à 30% des adultes aujourd'hui, c'est demain des problèmes cardiovasculaires, des cancers, du diabète, de l'hypertension. Donc en fait, on est une maladie qui fait un peu le pivot avec plein d'autres comorbidités qui vont se développer si on vient mettre à l'épreuve l'organisme comme ça de manière répétée chaque nuit avec un manque d'oxygène. Et donc là, notre enjeu, donc ça c'est pour la prévention secondaire. Donc raccourcir le délai diagnostic. Et il y a également la prévention tertiaire, où là, c'est des patients qui ont déjà identifié qu'ils faisaient de l'apnée du sommeil. Mais l'apnée du sommeil, ce n'est pas quelque chose de figé dans la vie. Il y a un moment où on peut mettre en place un traitement. Ce traitement, il peut avoir une efficacité à un moment donné, mais cette efficacité peut diminuer dans le temps. Le syndrome a tendance malheureusement à s'aggraver quand les patients prennent de l'âge. Donc, il est intéressant de pouvoir régulièrement monitorer ce niveau d'apnée du sommeil, l'adhérence au traitement et venir en soutien pour éviter une rechute et à nouveau des complications. Donc on a bien très clairement ces différents niveaux de prévention et on a très concrètement deux exemples de solutions, d'innovation qui utilisent, comme le disait Olivier Chabanon, le numérique et plus particulièrement l'IA, vous allez y revenir. L'un des enjeux maintenant, et là je vais me tourner vers nos autres invités de l'autre côté du plateau, c'est de sourcer ces innovations, d'aller les chercher et puis aussi d'en déterminer la valeur, d'en déterminer l'impact avant de les diffuser. Florie Filol, c'est là que je me tourne vers vous. C'est l'un des axes d'intervention de l'AIS, de l'Agence d'innovation en santé. Précisez-nous peut-être les grandes missions de l'AIS pour qu'on les ait en tête et puis amenez-nous vers cette idée de comment on va évaluer, avec quelle métrique peut-être, comment on va aller évaluer ces solutions.
Oui, merci Edwige. Donc, en effet, la mission principale de l'AIS, c'est vraiment de faciliter, d'accélérer l'accès des innovations auprès des usagers, si on parle de prévention, des patients, des professionnels de santé. En août 2024, nous avons lancé une stratégie d'accélération innovation en prévention. Donc une stratégie d'accélération France 2030 qui a pour vocation qui repose sur 3 piliers. Un premier pilier qui repose sur la recherche pour intensifier cette recherche en prévention et pour structurer la recherche en prévention donc au niveau national. Ensuite, on a, comme vous le disiez, vraiment un pilier central qui est soutenir les projets et les innovations pour démontrer la valeur, démontrer l'impact des innovations en prévention. Et puis un troisième axe sur l'industrialisation de produits et technologies de santé innovants en prévention. Donc aujourd'hui, effectivement, on voit bien que concernant les innovations technologiques en prévention, on a un problème de financement pérenne. Il y a beaucoup d'innovations qui font des POC, des expérimentations, des partenariats avec des mutuelles, par exemple. Mais ensuite, on a cette difficulté de passage à l'échelle pour démontrer l'impact en vie réelle des innovations en prévention. Et donc, c'est vraiment tout là l'enjeu, l'objectif de cet axe central qui repose sur un appel à projet, le Challenge Prévention, et qui a vraiment vocation à soutenir donc, des innovations technologiques. Alors, vous parliez de sourcing, donc ces innovations qui ont déjà démontré leur efficacité, puisqu'on ne vient pas là aider les innovations à démontrer leur efficacité, on identifie des innovations efficaces et on vient, nous, sur l'étape d'après, sur le déploiement en vie réelle, donc sur un territoire suffisant, sur une population suffisante pour arriver à évaluer un impact. Alors, un impact, tout d'abord, sanitaire. Est-ce qu'on retrouve en vie réelle ce que l'on a étudié, évalué sur une POC, sur une plus petite population, mais aussi en déployant sur une population suffisante, on veut essayer d'évaluer l'impact sur la santé publique, sur le système de santé, sur les économies générées. Le challenge prévention dont vous parliez, vous allez annoncer les premiers lauréats, je crois, dans les prochaines semaines, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, ce challenge prévention, cet appel à projet est un appel à projet unique, mais en plusieurs relèves. Donc, il y a une première relève en décembre 2024, dont les lauréats seront... 2025 Vous avez dit 2024 ? La première, c'était en décembre 2024, okay. La première relève. Donc, effectivement, c'est un process très long parce qu'on propose un accompagnement méthodologique dans le cadre de cet appel à projet. Donc, on voit qu'on est plutôt sur un appel à projet qui dure entre 9 et 10 mois plutôt que 6. Parce qu'on propose ces 3 mois d'accompagnement méthodologique, justement pour s'assurer que les projets auront une méthodologie suffisamment robuste pour démontrer l'impact. Donc la première relève, c'était en décembre 2024 avec l'annonce des lauréats le 3 décembre prochain. Et la deuxième relève a eu lieu en septembre, le 16 septembre 2025. Et donc là, on est toujours on démarre le process d'évaluation et de sélection de ces projets. Très bien, ok. On le voit donc, et vous le disiez très bien, sourcing, évaluation et puis diffusion pour le test en vie réelle sur une large population. C'est aussi votre certitude, Char Al-Wafi, pour qu'une politique de prévention soit efficace, vous me l'avez dit, elle doit être développée à grande échelle. Dans cette stratégie, si je puis dire, l'entreprise, selon vous, a un rôle à jouer. Dites-nous pourquoi, pour définir une première population cible. Tout à fait. Alors, en fait, juste pour la petite histoire, on a monté un accélérateur avec Paris Santé Campus. C'était toute fin 2023 pour accompagner une vingtaine d'entreprises, dont Apneal fait partie, sélectionnées par un jury dont Florie fait partie, et d'un jury d'experts, évidemment. Et l'objectif était, en fait, de tracer un référentiel, parce que nous, on est investisseurs, et on avait besoin de comprendre en fait le modèle de croissance de ces entreprises. Et effectivement, donc ce sont des entreprises qui collectent de la donnée et qui génèrent en fait de la valeur prédictive. Et la particularité en fait, c'est que ce sont des entreprises qui multiplient le modèle économique. On a en fait, et pourquoi ? Parce qu'elles ont besoin de données de vie réelle pour pouvoir prétendre à un remboursement. Donc du coup, la première étape, c'est une étape en fait qui se veut de petite population circonscrite
Et l'entreprise, en fait, est un endroit idéal pour pouvoir, en fait, pouvoir générer ces premières données essentielles. Et du coup, évidemment, ça touche la population active, qui n'est pas représentative de la population en général, mais ça permet d'avoir quelques signaux. Donc, elles ont, en général, un petit peu de chiffre d'affaires, en général, hein, mais pas toutes, évidemment, mais elles suivent ensuite un chemin réglementaire qui est extrêmement élevé, très dur. Donc, c'est pour ça qu'en fait, le challenge prévention décrit par Florie est essentiel d'accompagnement de ces entreprises. Voilà. Donc, ensuite, le passage à l'échelle. Alors, évidemment, quand on est sur ces deux modèles économiques, c'est-à-dire modèle plutôt entreprise, donc ce qu'on peut appeler en fait B2B, B2B2C, et ensuite un deuxième modèle économique plutôt de remboursement, il est essentiel de pouvoir, pour ces entreprises-là, de pouvoir structurer le fameux parcours prévention. Ce qui va les aider, du coup, à déposer non seulement en fait, une demande de remboursement, donc le challenge prévention aide à ça, en fait, pour la structuration de consortium, mais également à pouvoir, en fait, anticiper la manière dont elles vont scaler leurs solutions. Parce que, évidemment, ça ne se fera pas, en fait, tout d'un coup comme ça, c'est pas possible. Il y a entreprise et ensuite, petit pas à petit. En fait, on sait que ce ne sera pas en fait, le tout d'un coup. Mais, en fait, on a besoin d'avoir énormément en fait, d'utilisateurs pour pouvoir générer cette fameuse dépense évitable. Parce que l'objectif, c'est quand même de réduire les coûts de santé. Et on sait qu'ils sont hyper importants. Et donc, du coup, il faut énormément d'utilisateurs pour pouvoir en fait, baisser cette dépense. Donc, en fait, on sait que ces solutions-là seront peut-être pas tout numériques, en fait. Ce sera probablement, en fait, beaucoup de digital pour certains, on va dire, types de population. D'autres, en fait, il y a un accompagnement, en fait, d'un aidant ou en tout cas d'une personne physique ou bien d'un intermédiaire. Donc, en tout cas, on reste très ouvert sur ce type de sujet parce qu'on est au début de quelque chose, mais on sait qu'il y a une énorme hétérogénéité dans la population et ce qui est essentiel de pouvoir suivre la manière, par des indicateurs, la manière dont la propagation de l'usage se fera. Je vous donne la parole dans un instant, Florie Filol. J'aimerais d'abord qu'on entende le docteur Hüselstein du groupe MACSF, parce que vous le disiez très bien, il faut incorporer, aller vers l'entreprise. Et puis, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, il y a des partenariats avec des mutualistes. Donc, c'est là qu'on a envie de vous entendre sur ce développement et ce test de diffusion des solutions. Et puis, peut-être aussi, vous avez commencé à l'évoquer, comment on adapte en fonction des spécificités d'une population. Il y aura du digital ou pas, etc. Comment est-ce qu'on arrive à répondre à tous ces enjeux en tant que mutualiste ? Alors, le sujet est complexe. Pour l'assureur des professionnels de santé, puisque MACSF est le premier assureur des professionnels de santé, pour donner un ordre d'idée, on assure 1 200 000 professionnels de santé, donc un tout petit peu moins de la moitié des soignants exerçant en France, hospitaliers, libéraux, paramédicaux, médicaux. Bon. Ce qui fait qu'on est une espèce de caisse de résonance, entre guillemets, de ce qu'on peut pousser comme information, ou en tout cas pousser auprès de nos assurés. Alors, l'innovation en santé, nous, on a constaté ça depuis 2015-2016. Et depuis, c'est quelque chose qui s'accélère énormément. Je partage complètement les différentes interventions que j'ai entendues jusqu'à présent. Et si on parle de prévention, on constate un véritable foisonnement de solutions très innovantes qui apparaissent sur des sujets, que ce soit le dépistage en prévention primaire ou tout un tas de solutions sur l'apnée du sommeil, sur la surveillance, la détection de pathologies cardiaques ou autres. Il y a un véritable foisonnement et je trouve qu'en France, il est important de montrer ce qui fonctionne bien. Voilà. Ça, c'est le premier point. Néanmoins, et ça a été évoqué, on a malheureusement, au bout d'un certain temps, un certain nombre de ces bonnes solutions qui vont aller dans le mur, désolé de cette expression, qui vont dans le mur pour différentes raisons, soit un problème de financement bien évidemment, mais surtout parce que la solution est peut-être un
peu éloigné des préoccupations des soignants. Et c'est là où je vais en venir. On constate que de plus en plus de start-up qui proposent des solutions innovantes ont un professionnel de santé dans leur équipe, et c'est de mon point de vue une très très bonne chose, parce qu'on voit des gros décalages entre la solution technique qui est hyper performante, il n'y a pas de solution. Par contre, l'appropriation par les soignants est complètement décalée. Si vous exercez dans une grande métropole, c'est peut-être un petit peu plus simple. Si vous exercez dans un désert médical, entre guillemets, ou une zone un peu plus sous-dotée, c'est quand même beaucoup plus difficile. Et chez MACSF, on pousse beaucoup depuis donc presque une dizaine d'années maintenant à ce que les professionnels de santé deviennent de plus en plus agiles ou habitués à utiliser ces différentes solutions. On pousse nous-mêmes un certain nombre de solutions à un niveau beaucoup plus faible, bien évidemment, que BPI ou d'autres organismes, mais on pousse des solutions à la fois sur du sourcing et sur la diffusion auprès de nos assurés pour qu'ils se saisissent de ces solutions. Qu'ils s'en saisissent à titre individuel, dans leur exercice quotidien, le pneumologue qui va se servir d'apnéal, par exemple, mais également en termes de territoire. Oui. Une CPTS, par exemple, ou une maison de santé pluridisciplinaire qui va pouvoir utiliser telle solution. Et là, on est vraiment au niveau du territoire. Et je crois qu'il est important de mettre en avant ce décalage qu'il peut exister parfois entre la conception de cet outil qui utilise beaucoup d'innovation, beaucoup d'IA, etc. Et puis le terrain, désolé de ce terme, le médecin généraliste a peut-être une autre appropriation, une autre utilité. Je pense qu'il est important de voir les deux dimensions. Coller aux besoins à la fois des patients, mais aussi des soignants. Florie Filol, vous vouliez réagir, et ensuite on prendra une question qui rebondit aussi sur ce que vous venez de dire, sur les contraintes peut-être par rapport à ce foisonnement des solutions. Oui, non, je voulais réagir effectivement sur ce que je viens d'entendre, et notamment sur ce que disait Chara, sur le fait que ces innovations, mais ça rebondit aussi sur ce que vous disiez, ces innovations, elles doivent s'inscrire dans des dispositifs, des dispositifs dans le sens où des moyens mis en œuvre pour atteindre un objectif. Et ces dispositifs-là, ils reposent aussi sur de l'humain. Donc, ces innovations technologiques qui intègrent de l'IA et qui sont parfois hyper perfectionnées, elles ont besoin effectivement d'inclure à des moments donnés dans ce parcours-là de l'humain, parce qu'on sait aussi que la prévention, enfin le levier humain est très important dans la prévention. Et je voulais aussi rebondir sur le fait que, effectivement, lorsque l'on développe des solutions, alors il y a l'usage des professionnels de santé, mais il y a aussi l'usage du patient. Et donc là, il est indispensable, par exemple, alors on parle de patients si on est en secondaire ou en tertiaire, mais de faire appel à des associations de patients aussi pour penser ces dispositifs, penser l'usage et effectivement l'étape de la définition du besoin et même pour justement savoir de quelles données on va avoir besoin, elle est cruciale. Et juste le deuxième sujet sur la scalabilité. Et effectivement, Chara insistait sur ce point-là, et nous dans le challenge prévention, c'est aussi quelque chose que l'on évalue vraiment avec beaucoup d'attention dans les dossiers qui nous sont déposés, parce que les innovations, elles doivent être scalables, réplicables, et le challenge prévention permet de diffuser sur un territoire donné, mais il faut qu'on s'assure que cette diffusion, elle peut être à plus large échelle, et donc que vraiment ce passage à l'échelle, il sera possible d'un point de vue technologique, mais aussi humain. On va vous entendre sur ces points, Cécile Hannequin et Séverin Bénizerie. Je vous disais, il y a une question d'un internaute. Ça répond à ce que vous disiez, Thierry Houselstein. Vous parliez de foisonnement de solutions. Vous avez voulu vraiment le souligner, mais aussi une réalité qui fait qu'un certain nombre n'arrivent pas à passer à l'échelle. La question de l'internaute, c'est est-ce qu'il n'y a pas trop de contraintes et de temps long qui plombent finalement l'innovation et le système de santé ? Peut-être Chara Louafi. En fait, ce que je peux dire, c'est qu'en prévention, ce foisonnement d'innovation, alors que le marché n'est pas encore ouvert, est assez exceptionnel. C'est aussi un calendrier, ça veut dire qu'on est obligé de passer par l'innovation pour en fait passer du tout curatif vers la prévention. Le signal vient beaucoup du terrain. Et c'est
une force. Il n'y a pas en fait de filière prévention encore. Il n'y a pas de marché. Il n'y a pas encore de modèle économique clair. Et on a en fait face à nous des innovations portées par des entreprises résilientes qui multiplient les modèles économiques pour s'en sortir, générer en fait du revenu et de la donnée de vie réelle. C'est un signal extrêmement fort et c'est le moment en fait. C'est le moment en fait de se lancer. Et c'est le rôle des investisseurs de soutenir. C'est le rôle des investisseurs, c'est le rôle aussi des acteurs étatiques. C'est important en fait de tendre la main pour qu'elles puissent accéder à un marché. Alors évidemment, elles vont pas toutes aller sur le marché. C'est le jeu, mais c'est un signal que c'est pas un sujet d'innovation, c'est un sujet en fait de passage en go-to-market, c'est-à-dire l'accès au marché, et c'est un peu le rôle de tout le monde. On voit bien en fait que il faut pas de trous dans la raquette. Oui. Et aujourd'hui, il y a des trous dans la raquette. Cécile Hannequin. Oui, justement, je voulais réagir à ce que vous disiez aussi tout à l'heure sur la partie marché. Aujourd'hui, c'est effectivement un petit peu long par rapport à nos vitesses à nous de start-up où on a envie d'aller très très vite et où les choses s'accélèrent de façon Vous importante. avez été confronté à ces contraintes, Oui, alors c'est pour ça qu'on a pris le parti, comme le disait Chara, d'aller sur le B2B2C. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont assez matures pour aller amorcer le sujet de la prévention santé parce qu'ils ont des enjeux au cœur de leurs organisations, l'attractivité des talents, les enjeux d'absentéisme, de turnover. Donc, ils ont besoin de faire en sorte de trouver des solutions à ces problématiques-là. Et donc, le B2B2C est un vrai terrain pour nous. Et nous, c'est notre stratégie aujourd'hui, c'est d'aller chercher ces acteurs-là qui ont aujourd'hui envie, au-delà de l'enjeu sociétal qui est fort, parce que nous aussi, on est une entreprise à mission et on a aussi beaucoup d'entreprises qui sont nos clientes qui ont cette connaissance, cette compétence et cette envie de participer au bien commun, entre guillemets. Et donc, vraiment, c'est de se dire les entreprises jouent le rôle pour la société, mais également pour leur collectif. Et c'est aujourd'hui notre terrain de jeu. Et on a aussi, nous, des assureurs, des mutuelles qui ont la possibilité de nous accompagner aussi pour leurs entreprises clientes, adhérentes, à mettre en place des dispositifs qui vont les accompagner sur gagner en bonne santé dans leur collectif au sein de leurs organisations. Vous vouliez réagir, Thierry Wolfstein ? Simplement pour ajouter, mais je pense que c'est assez partagé, le sujet, au-delà de l'innovation, et vous l'avez indiqué, c'est la mise sur le marché et, in fine, qui va payer pour le produit, pour la solution. Si on est sur du curatif, on arrive bien évidemment à faire décoincer des prises en charge, etc. Sur du préventif, c'est un petit peu plus compliqué, d'où effectivement votre orientation comme de nombreuses startups. Mais le vrai sujet, en tout cas nous c'est ce qu'on voit chez MACSF, c'est la mise sur le marché. La solution est souvent très pertinente, pas de souci. La mise sur le marché et in fine qui va payer, avec souvent malheureusement des idées un petit peu préconçues de certains porteurs de solutions, s'imaginant que la mutuelle, entre guillemets, puisqu'on est un monde très mutualiste en France, que la mutuelle peut faire plein de choses. Oui, mais dans un panier de soins, au bout d'un moment, ça finit par être un petit peu compliqué malheureusement. Et c'est donc un changement de modèle, vous le disiez, de passer vraiment d'un modèle curatif à ce modèle de prévention et avec une filière à construire. Séverin Bénizerie, de votre côté, chez Apnéal, quelle est la stratégie que vous avez adoptée face à toutes ces contraintes qu'on vient de souligner ? On est sur un modèle qui est un peu similaire. Oui, sachant que nous, il y a quand même un élément, il y a une évolution du marché qui est particulièrement pertinente par rapport à cet enjeu de prévention en ce moment. C'est qu'on a un modèle effectivement qui est curatif. Donc si on va voir son médecin généraliste, il a tellement de personnes à soigner que finalement faire de la prévention et dégager du temps pour faire de la prévention, c'est quasi mission impossible. On a de la même manière des réseaux, des hôpitaux, des cliniques privées, publiques, qui sont toutes organisées sur le curatif. Maintenant, il y a quand même un acteur dans le paysage, c'est le pharmacien, qui lui, où là, il y a une modification et il y a vraiment des choses qui sont poussées au plus haut niveau, j'ai envie de dire, sur le fait d'élargir le rôle du pharmacien et de lui donner les moyens de faire de la prévention à son niveau. Parce qu'on est face à des personnalités qui sont très proches des patients, qui les voient régulièrement pour différents sujets, que ce soit personnel ou médical. Donc il y a une relation de confiance avec son pharmacien. Et c'est des gens qui sont aussi des sachants d'un point de vue médical et qui vont être capables, de manière très pertinente, de guider
les patients sur tel ou tel problème de santé, tel ou tel symptôme. Voilà. Donc, du coup, mettre dans les mains des pharmaciens des solutions innovantes et s'appuyer sur le lien physique et personne à personne qui peut être développé avec eux, c'est à notre sens quelque chose d'assez pertinent. En tout cas, nous, on travaille là-dessus avec Apnéal et les réseaux de pharmacie pour voir comment le pharmacien peut avoir un rôle de prévention autour des patients qui ont un mauvais sommeil, de les guider vers le fait de faire un test apnéal et ensuite d'aller voir un spécialiste du sommeil pour un traitement. Et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, il faut mettre de l'humain dans ces solutions et il faut aussi aller former et informer les soignants pour qu'ils se les approprient dans les différents territoires. Donc ces deux dimensions individuelles et territoriales sont très importantes. Je reprends l'intitulé de ce webinaire, la prévention personnalisée grâce à l'IA. Donc on le voit à vous entendre, Olivier Chabanon disait ce n'est plus une théorie, c'est en construction et c'est en train d'avancer. On voit toute la structuration de cette filière et de ce marché. Il y a quelque chose qui, à mon sens, est essentiel, on l'a dit, c'est à 80% des innovations qui sont sur le digital et sur l'IA. La question de la donnée me semble essentielle et j'aimerais qu'on commence à l'aborder. Est-ce que c'est un des freins aussi au développement de ce foisonnement d'innovation ou est-ce que, par exemple, vous collectez la donnée? Comment est-ce que vous avez franchi cette étape? Alors, je vais me permettre. Sur la data, effectivement, nous, c'est la base de notre produit. C'est vraiment, on a besoin d'avoir de l'information sur l'usager, le bénéficiaire. Effectivement, on n'a pas de patient en prévention primaire. C'est de se dire, voilà, on a besoin de la partie data déclarative que vous allez nous fournir sur la partie questionnaire. Évidemment, il y en a beaucoup aussi qui se trouvent dans votre téléphone, dans vos montres connectées. Aujourd'hui, il y a énormément d'informations sur le sommeil, sur le mouvement. Et donc, on va aller chercher cette data-là au départ. Data, évidemment, encadrée par un hébergeur de santé, avec toute la partie réglementaire RGPD qui est quand même assez lourde, effectivement, et surtout pour une start-up qui démarre quand on doit financer un cloud HDS, c'est pas si simple. Donc, évidemment, on a toutes ces barrières-là au démarrage, mais on les franchit parce que de toute façon, on n'a pas le choix, c'est obligatoire. Et ensuite, nous, on a un deuxième champ qui est de la data, c'est comment vous consommez l'application. Parce que quand on est malade, on sait, on sait se mettre en action pour rester en bonne santé. Quand on est déjà en bonne santé, pour se mettre en action sur la partie prévention, c'est beaucoup plus compliqué. Donc nous, on va aller chercher votre façon de consommer l'application, comment les contenus que vous préférez. Est-ce que c'est du podcast? Est-ce que c'est de la vidéo? Est-ce que c'est analyse du comportement d'utilisateur? Exactement. Et la façon dont on va vous parler dans l'application. Est-ce qu'il faut être un peu directif? Est-ce qu'il faut aller chercher un peu de gamification, vous challenger entre amis? L'idée vraiment de la prévention, c'est de trouver les leviers pour réussir à vous motiver sur la durée. Et donc, c'est cette data-là qui aujourd'hui est très, très importante, nous, dans notre modèle. Finalement, est-ce que la data, pour reformuler ma question aussi différemment, peut-être pour susciter d'autres réactions de votre part, est-ce que le côté personnalisation de la prévention passe obligatoirement par des datas et des datas de qualité, des datas ciblées? La réponse est évidemment oui. La contrainte réglementaire ne sera pas la même si on se situe en prévention primaire et si on se situe en secondaire et tertiaire. En secondaire et tertiaire, on peut prétendre à un remboursement. En primaire, non. Mais ce qui est important, c'est de voir le lien, du coup la personnalisation. Typiquement, en fait, il y a des pathologies où on démarre en primaire, mais on peut déboucher vers du secondaire. C'est pas des mondes séparés. Et on collecte la donnée, en fait, typiquement en santé mentale. On commence par du burn-out et on peut finir par de la souffrance jusqu'à de la dépression. Enfin, en tout cas, ça peut aller au-delà que juste de la prévention primaire. On peut, en fait, y associer de la prévention secondaire. Donc, oui, c'est pour répondre à votre question, mais ça dépend, en fait, de l'endroit où se situe l'innovation pour pouvoir pour que la donnée soit collectée. Et sur la prévention secondaire et tertiaire ou sur laquelle vous travaillez avec Apnéal, comment est-ce que ça se passe? Alors nous, on a un enjeu qui est très intéressant parce que la médecine du sommeil, c'est une médecine qui est relativement jeune, ça a en gros 25 ans. Il y a beaucoup de choses encore à découvrir. Et en fait, on se rend compte qu'il y a effectivement des syndromes comme l'apnée du sommeil, etc., qui sont assez identifiables, mais il y a ça prend des formes très différentes chez les différentes personnes. Et en fait, il y a plein d'indicateurs qui sont prédictifs justement de complications de santé qui vont avoir lieu. Donc en fait, nous, il y a tout un champ d'études
au-delà de faire un diagnostic de la maladie et de dire oui ou non, j'ai un patient qui a une apnée du sommeil sévère, maintenant il y a pas mal de solutions qui commencent à arriver sur le marché qui sont capables de faire ça. Là, l'idée, c'est de dire, en fonction de votre sommeil, je vais prédire que dans les 3 ans qui viennent, vous allez faire un AVC. Et parce que, compte tenu de votre activité cardiaque et de la réaction que vous allez avoir à chaque apnée du sommeil d'un point de vue cardiaque. Donc ça, le champ, il est assez immense. Il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur le sujet. On se rend compte qu'on peut implémenter beaucoup de choses en utilisant le smartphone, donc on travaille là-dessus. Donc c'est là où je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très personnalisé à construire. C'est valable pour prédire effectivement ces complications de santé, mais c'est également valable pour prédire des traitements qui vont être efficaces. C'est qu'aujourd'hui, on est sur des pathologies où le traitement va être abandonné par plus de la moitié des patients au bout de 3 ans. Donc, il y a un gros enjeu à trouver le bon traitement au bon moment pour le bon patient. Donc, là aussi, on utilise des données pour guider et avoir une approche de médecine personnalisée. Et avec peut-être aussi les mêmes analyses comportementales pour améliorer le suivi du traitement. Ça peut aussi entrer en ligne de compte, comme vous le suggériez pour Vipali. Tout à fait. Enfin, là, je pense qu'on est sur les mêmes thématiques. Là, pour le coup, c'est plus de la prévention tertiaire où vous avez un traitement. Il faut garder la motivation, garder une sorte d'orthodoxie sur la conduite de ce traitement. Et là, les outils numériques sont de très bons compagnons. Mais effectivement, après, donc il y a tous ces enjeux-là sur une maladie en particulier. Et après, je pense là aussi, beaucoup de valeur à créer, c'est dans les ponts qu'on peut avoir avec d'autres pathologies. Parce que finalement, là, j'en parlais tout à l'heure, si vous faites de l'hypertension, peut-être que vous faites de l'apnée du sommeil et peut-être même que ça explique cette apnée du sommeil. Donc du coup, on ne va pas pouvoir toucher les patients sur l'ensemble des maladies avec plein d'applications différentes. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir créer des liens et d'avoir une sorte de données qui s'agrègent et de pouvoir rebondir d'un problème de nutrition à un problème de sommeil, d'un problème de sommeil à un problème de sport. Pour avoir un meilleur suivi personnalisé des patients. Pourquoi ne retrouve-t-on pas ces solutions de prévention personnalisées sur mon espace santé? Est-ce que c'est prévu? Demande un des internautes qui suit ce webinaire. Nous, on travaille sur le sujet depuis longtemps. Ouais. Voilà. Donc, effectivement, après, c'est tout un parcours. Mais effectivement, c'est tout très pertinent. Je pense que mon espace santé a été imaginé pour ça. Maintenant, il faut un niveau de maturité dans les solutions et qui est normal, qui est parfaitement compréhensible. Mais oui. Enfin, nous, en tout cas, on travaille sur le sujet. On revient à ce niveau de maturité, de scalabilité des solutions et de preuve de l'impact à nouveau. Olivier Chabanon, dans son introduction, évoquait par l'utilisation de l'IA, de l'intelligence artificielle, des questions éthiques, juridiques et organisationnel majeur, j'y suis arrivée. Peut-être pourrait-on poursuivre là-dessus et avoir vos avis, les difficultés que vous rencontrez peut-être sur ces problématiques éthiques et juridiques de l'utilisation de ces données de santé. Oui, alors peut-être je vais répondre. Je voudrais juste revenir sur la data et donc sur ce que disait Chara, effectivement, sur la prévention primaire, parce que je pense que c'est très important, effectivement, de différencier malgré tout les applications qui relèvent de la prévention primaire, mais dans un contexte plutôt bien-être. Oui. Et donc, elles sont très importantes et elles peuvent démontrer, bien sûr, leur valeur. Mais si on va sur de l'IA, on voit bien aussi qu'en prévention primaire, grâce à ces algorithmes d'IA, on peut aujourd'hui capter vraiment des signaux faibles à partir d'examens biologiques, à partir de données, effectivement, peut-être d'activité physique, etc. Et donc là, on n'est plus sur du bien-être et on est donc sur une réglementation qui touche à la donnée de santé. Et donc, même en prévention primaire, et je crois que c'est un peu le challenge aujourd'hui des porteurs de projets, c'est d'arriver justement à se positionner et de se dire, si moi, je veux utiliser l'IA pour aller encore plus loin dans ma personnalisation, eh bien oui, je vais avoir des contraintes réglementaires assez fortes. Et donc, on voit que là, on peut être dans de l'ultra-personnalisation de la prévention, donc individuelle, mais aussi grâce à l'intelligence artificielle, on peut aller sur, et ça rejoint votre question sur l'organisationnel, parce qu'on peut aussi utiliser l'IA
pour essayer de stratifier des populations, d'identifier des populations et faire de la prévention ciblée. Et donc là, vous travaillez dessus à l'agence. Nous, on travaille effectivement dessus à l'AIS en étroite collaboration avec la DGOS, parce qu'on a des travaux sur aujourd'hui. Alors, je vais parler du jumeau numérique, c'est peut-être un peu aujourd'hui une appellation galvaudée, mais effectivement, c'est comment construire des modèles de simulation, et notamment en prévention, pour arriver à comprendre de quoi nous avons besoin dans les territoires pour déployer, donc je pense particulièrement à l'approche de la responsabilité populationnelle, voilà, de quoi nous avons besoin pour déployer ce type d'approche dans les territoires, mais aussi une fois que ce type d'approche est déployé, est-ce que l'on peut simuler, grâce à des modèles qui intègrent de l'IA, l'impact que peuvent avoir ces approches sur l'état de santé d'une population, voilà, à la fois grâce à cette stratification et grâce à ce ciblage. Donc et donc aujourd'hui, sur les jumeaux numériques, effectivement, le cœur de toute façon, que ce soit sur des jumeaux numériques ou même du développement d'innovation technologique, le cœur du réacteur, c'est la donnée, mais encore faut-il qu'elle soit propre, structurée, qualifiée, de bonne qualité. Donc ça, ce sont vraiment des enjeux très importants, à la fois au niveau individuel ou populationnel. Et donc dans ces jumeaux numériques, où on va peut-être chercher à travailler sur des données synthétiques, sur des cohortes virtuelles, se pose la question effectivement de cette réglementation, finalement, de quelle réglementation doivent relever ces données-là, qui ne sont pas des données de patients, mais qui sont des données issues de patients, en tout cas qu'on a réussi à simuler à partir de données réelles. Donc c'est des sujets sur lesquels on travaille beaucoup. Et des sujets très très vastes, effectivement. Il y avait aussi dans cette recherche, pour l'instant vous parlez de données de santé pour cibler une population. Est-ce qu'il est envisageable, et peut-être déjà dans votre réflexion, d'y agréger d'autres données? Bien On sûr. peut penser par exemple à des données environnementales ou des données sociologiques, socio-économiques. Ouais, c'est tout à fait l'enjeu, justement, et c'est grâce aujourd'hui aux puissances de calcul et à ces algorithmes d'intelligence artificielle que l'on va pouvoir, dans un futur que l'on espère proche, intégrer d'autres données qui ne seront pas que des données de santé, mais des données effectivement environnementales, d'exposition, socio-économiques, de précarité, de vulnérabilité, vraiment dans un objectif d'aller vers, je crois que c'est vraiment le concept aujourd'hui très important en prévention, d'aller vers, et pour cela, il faut stratifier, cibler la population. Donc, tout à fait. Vous parliez de responsabilité populationnelle, donc de prendre en compte l'ensemble des acteurs du soin et de la santé. Il y a une question qui est peut-être pour vous, Thierry Houselstein. Est-ce que les médecins généralistes peuvent s'emparer collectivement de ce sujet d'innovation dans la prévention pour accompagner leur patientèle ? Très bonne question. On voit beaucoup de médecins généralistes notamment, j'ai déjà dit, se lancer dans des développements de solutions innovantes pour aller accompagner cette prévention. Parce que, ça a été rappelé tout à l'heure, le curatif occupe énormément de place en France par rapport à d'autres référents, tels le Canada ou des pays nordiques, où la prévention est vraiment mise à un autre niveau. Et le but, bien évidemment, est en ce qui nous concerne chez MACSF, d'aider ces médecins généralistes, notamment dans des zones un petit peu sous-dotées, à mieux utiliser ces solutions de façon à pouvoir travailler d'une façon beaucoup plus fluide, faire davantage de dépistage, enfin que ce soit de simples conseils, avec une notion, alors ça a été rappelé en introduction par Olivier, mais un assureur gère du risque. Un assureur gère du risque. En ce qui concerne notre mutuelle, on gère essentiellement du risque médical, bien évidemment. Et les médecins qui viennent nous voir, en tout cas qui ont ces projets, viennent tester leurs solutions à partir des données de risque
de risque que l'on dispose sur le plan du risque médical. Et ils viennent se challenger et voir si leur solution permet de passer un cut ou pas. En vie réelle, est-ce que ça passe ou pas? Et lorsqu'on parle de risque sur la prévention, est-ce que la solution que je vais proposer à des patients, ou en tout cas ou des professionnels de santé, est-ce que cette solution va correctement dépister ce risque? Est-ce que votre solution chez Apneal, on en a un petit peu parlé en amont, mais est-ce que votre solution chez Apneal va correctement dépister les différentes apnées du sommeil versus un enregistrement normal? Et c'est toute l'importance, bien évidemment, mais je me répète, que les solutions, les startups travaillent avec les professionnels de santé main dans la main. Parce qu'il y a des questions éthiques et de responsabilité énormes à la clé. Quoi. Ouais. Mais juste en 2 mots pour compléter, toutes les solutions que l'on voit passer chez MACSF, toutes sont très très sensibilisées à ces sujets de respect de la donnée, respect à données anonymisées, bien évidemment. Et je vous rejoins, il faut que cette donnée soit travaillée, soit propre, etc., soit utilisable et toujours extrêmement respectueux, bien évidemment, des règles éthiques. Ça, c'est fondamental. Vous parliez de foisonnement, on entend aussi une maturité déjà des acteurs qui sont en train de structurer cette filière. Vous me faites un pont idéal vers une quatrième et une dernière question, parce qu'il sera temps de conclure ensuite, qui vous est adressée directement. Apneal a lancé une étude avec la PHP. Peut-on imaginer la reconnaissance comme véritable outil de diagnostic? Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les premiers résultats? Voilà la question très précise qui vous est adressée, Séverin Bénizri. Alors, on est un tout petit peu en avance pour répondre à cette question. On va effectivement annoncer les résultats de cette étude clinique lors du congrès du sommeil qui a lieu autour du 20 novembre prochain à Strasbourg. Donc, voilà, donc je ne vais pas répondre maintenant, mais ce que je peux vous dire quand même, c'est que ces résultats vont dans le sens de la confirmation et même au-delà de ce qu'on espérait. Sur effectivement cet alignement entre ce qu'on appelle le gold standard, donc là, dans notre cas c'est la polysomnographie à l'hôpital ou à domicile, et ce qu'on peut mesurer avec un smartphone. Très bien. Et donc effectivement, là, le choix qui a été fait de n'être plus sur du bien-être, mais effectivement sur une solution médicale qui à terme peut être remboursée. On a balayé un certain nombre de sujets. Je vous propose un dernier tour de table, peut-être en guise de conclusion, pour aller voir vers quelles pourraient être les perspectives, jusqu'où on pourrait aller dans la personnalisation de la prévention grâce à l'IA. Quels sont les défis ou à une plus ou moins longue échéance, Chara Lofi? Alors, les défis... Nous, en fait, on s'est imposé un gros défi, puisqu'on lance en fait un fonds qui devrait en fait être annoncé de manière imminente, qui est dédié à la prévention numérique, qui cible en fait des investissements primaires, secondaires, tertiaires, mais on l'a voulu en fait volontairement en fait à impact social, parce qu'on s'est dit en fait que il nous fallait comprendre encore plus notre action. C'était pas que de financer, mais d'avoir un réel impact sur le système de santé. Et cette croissance devait être tirée de là, en fait. Et du coup, quand on dit en fait impact social, c'est qu'on va suivre 3 types d'indicateurs qui sont en fait un premier indicateur qui est l'indicateur d'usage, donc c'est une chose classique. Sans usage, il n'y a pas de solution. Deuxième indicateur, c'est inclusion, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est tout type de solution et évidemment les relais essentiels pour que l'usage puisse se faire et en évitant évidemment la fracture algorithmique. Et puis efficacité, puisque l'objectif c'est de réduire les coûts de santé et donc avec le lien avec ce que disait Florie, avec des études, des essais cliniques, en fait voilà, des preuves. Et donc on entend cette responsabilité sociétale des investisseurs. Exactement. Voilà. Merci Thierry Houselstein, en guise de conclusion, rapidement parce que le temps file. Très rapidement. Le vrai défi, c'est de donner aux professionnels de santé les moyens d'embarquer tous les outils de prévention, peut-être de se détacher, de consacrer un petit peu moins de temps au curatif, là aussi avec des innovations, pour consacrer plus de temps à la prévention. Encore une fois, il y a un vrai challenge à lever de ce côté-là et on y prendra notre part, bien évidemment. Merci beaucoup. Florie Fiolil.
Filole. Filleul. Oui, alors... De mon point de vue, le vrai challenge, et ça a été abordé, c'est d'arriver à trouver des financements pérennes pour la prévention, notamment la prévention primaire. Mais ça passera aussi, et donc on en a discuté, de ces modèles de simulation et de prédiction. Ça passera aussi par finalement l'acceptation par les pouvoirs publics des résultats issus de ces modélisations. Et donc c'est aussi à ça que l'on travaille. Dans le cadre de la stratégie d'accélération-prévention, on a mis en place aussi un comité stratégique dans lequel il y a effectivement tous les acteurs institutionnels impliqués dans la prévention, justement pour réfléchir à ces sujets-là. Comment est-ce qu'on évalue aussi la prévention? Parce qu'aujourd'hui, on calque l'évaluation de la prévention sur les modèles des médicaments, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres méthodes et moyens d'évaluer l'impact de cette prévention, notamment par des modèles, des simulations, et tout ça pour aboutir finalement à un modèle de financement et essayer de répondre à la question que vous posiez, qui paie pour la prévention, notamment la prévention primaire, parce qu'on voit bien qu'on a des modèles pour le dépistage et pour la prévention tertiaire. Mais la prévention primaire, aujourd'hui, on n'a pas de modèle. La balle au bon. Cécile Hannequin, pour un mot de conclusion. Je partage cet avis. Les lignes sont quand même vraiment beaucoup en train de changer parce que quand on a démarré Vipali en novembre 2023, on avait déjà itéré pendant un an avant. On ne parlait pas du tout de prévention encore à ce moment-là. Je me souviens d'une soirée avec la représentante du système de sécurité sociale qui disait la prévention chez nous, c'est uniquement la vaccination et on n'ira pas au-delà. Aujourd'hui, on sent quand même que les choses bougent et pour qu'on évite cette médecine à deux vitesses où aujourd'hui la prévention coûte très cher et reste très accessible pour une certaine catégorie de la population, il faut vraiment qu'on se pose les bonnes questions. Et nous, notre idée, c'est vraiment de la rendre accessible à tous et au plus grand nombre de façon équitable pour que ça ait vraiment beaucoup d'impact sur la société. C'est aussi votre constat, c'est vrai, Oui, enfin, je pense qu'on est à l'aube d'un changement important. Il y a cette volonté politique. Nous, on a eu la chance de participer à l'accélérateur de la prévention. Donc, on a été, on va dire, avec un groupe de start-up qui étaient tous alignés sur ces enjeux. Et ça nous a permis de montrer qu'en fait, il y avait énormément de choses à faire. Et on s'est rendu compte aussi qu'il y a des professionnels de santé qui sont de plus en plus à l'écoute et de plus en plus prêts à déployer ce genre de solutions. Donc, je pense que la prochaine étape, peut-être, c'est aussi de repenser un petit peu le modèle des médecins qui est orienté vers le curatif. Il y a peut-être quelque chose à faire au niveau d'avoir un incentive qui soit financier, en réalité, sur les aspects de prévention, parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas. Enfin, il y a une rémunération à l'acte. Et aujourd'hui, un médecin qui fait une prévention efficace sur ses patients, il n'a pas de retour sur investissement. Même chose quelque part pour les patients aussi. Voilà. Donc je pense qu'il y a des modèles à inventer pour aller un cran plus loin et que ça soit vraiment définitivement ancré dans les pratiques. Pour définitivement passer de ce modèle curatif à ce modèle préventif. Merci à tous pour votre participation à ce webinaire État de santé, un webinaire proposé par la French Care.